Allez, place tout de suite au focus plein phare aujourd'hui sur cette nouvelle route empruntée par les migrants. Alors que les Européens ont érigé ces derniers mois des murs pour stopper les arrivées sur le continent, les candidats à l'exil ont décidé d'ouvrir un nouveau passage. Les réfugiés syriens, notamment, se lancent désormais depuis la Libye, une traversée risquée de la Méditerranée que des spécialistes du trafic humain n'ont pas tardé à exploiter. Sur le littoral égyptien, les groupes criminels fleurissent. Cette route alternative s'avère pour eux, vous allez le voir, des plus rentables. Reportage à Alexandrie et au Caire signé Éric de la Varenne, Nadia Bietri et Claire Willott. Aujourd'hui, Mahmoud et Fares viennent rendre visite à Sharif. Ils vivent tous les trois avec leur famille dans de petits appartements en périphérie d'Alexandrie, la grande ville portuaire du nord de l'Égypte. C'est là que convergent les candidats au départ vers l'Europe. Mahmoud a fui Alep en Syrie fin 2013 avec sa femme et sa fille de 4 ans. Depuis son arrivée en Égypte, ils ont tenté plusieurs traversées clandestines vers l'Europe, sans succès. Je vais très bientôt réessayer. Les conditions de vie sont trop dures ici. Il est temps de partir pour trouver une vie meilleure. Je ne peux pas trouver de travail et je dois permettre à ma fille d'aller à l'école pour recevoir une bonne éducation, ce qui n'est pas le cas en Égypte. Depuis la récente fermeture de la mer Égée et de la route des Balkans, à la suite de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, on assiste à nouveau à un afflux de réfugiés en Égypte, principalement des Syriens. Et à Alexandrie comme au Caire, rien de plus facile pour préparer un départ vers l'Europe. Facebook, WhatsApp, les passeurs se sont mis au goût du jour. Ils utilisent les réseaux sociaux. Et quand on demande à l'un d'entre eux si la traversée est risquée, voici ce qu'il répond. Ta vie est garantie, bien sûr. Le bateau sera grand et solide, pas surchargé, et crois-moi, ça ira. Le navire attendra à 2-3 km des côtes. En fait, tu ne le prendras pas immédiatement. Tu prendras d'abord un petit bateau qui va t'emmener vers le plus grand. Ensuite, il te faudra 4 jours pour atteindre l'Europe. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 3000 migrants sont morts en mer depuis le début de l'année, contre 3700 pour l'ensemble de l'année 2015. L'organisation internationale s'attend à une véritable hécatombe pour 2016. Au Caire, dans les locaux du HCR, Tariq reçoit les réfugiés venus se faire enregistrer. Eux, ils étaient déjà enregistrés en 2013 et après, ils sont venus ici juste pour renouveler leur documentation. Malgré ces dispositions, le nombre des candidats à l'exil ne cesse d'augmenter. Les conditions matérielles en Égypte sont souvent difficiles pour ces réfugiés, d'autant qu'ils n'ont officiellement pas le droit de travailler. C'est vrai qu'on a des témoignages de personnes qui envisagent de partir, d'essayer de partir en Europe ou vers un autre pays pour avoir accès peut-être à une meilleure éducation pour les enfants, peut-être pour avoir accès à un travail digne. Une idée qui ne déplaît pas à Mohamed, en charge de ses 5 frères et sœurs et de sa mère, en l'absence d'un père disparu en Syrie. Si je trouve un endroit meilleur, je m'y rendrai, bien sûr. Je ne refuserai pas d'y aller. On a déjà fait 3 pays, on cherche tous un endroit meilleur, même si les Égyptiens sont plutôt accueillants. Accueillir et intégrer, c'est le but que s'est donné une petite association qui offre des formations professionnelles aux migrants. Si les migrants n'ont officiellement pas le droit de travailler, les autorités ferment les yeux sur ces petits boulots qui leur permettent de tenir. Ce jour-là, l'une des responsables du programme vient rendre visite à Abdallah, jeune réfugié syrien, tout juste sorti de formation. Abdallah a été formé à la maintenance des téléphones portables lors de notre dernière session. L'intégration est l'un des points importants de notre projet. Et Abdallah en est le meilleur exemple. Il travaille dans un magasin égyptien et il est syrien. Si je n'avais pas reçu cette formation, je n'aurais sans doute pas réussi à trouver du travail. Ce type d'initiative nous aide beaucoup, car trouver du travail ici, c'est vraiment très compliqué. Le soir, dans son petit appartement de la banlieue du Caire, Abdallah retrouve ses frères. Malgré une intégration plutôt réussie en Égypte, ils rêvent tous les 3 d'un tout autre avenir, comme celui de leur aîné qui a rejoint l'Europe clandestinement et qui vit désormais au Danemark. Quand on voit la vie au Danemark, on a tous envie de voir l'Europe, voir comment les gens vivent, comment ils travaillent. D'autant que maintenant, il y a un nombre très important de Syriens là-bas.
Depuis le début de l'année, plus d'1 millier de navires clandestins arrivés en Italie sont partis des côtes égyptiennes. La Libye en guerre et la route des Balkans fermée. Les réfugiés ont donc réactivé une autre route, celle de l'Égypte, pourtant l'une des plus dangereuses. Et on revient sur ce dossier avec notre invité du jour, Delphine Pagès El Karoui. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes spécialiste de l'Égypte, maître de conférence en géographie à l'INALCO. Un mot peut-être pour commencer de cette route que l'on présente régulièrement comme nouvelle depuis la fermeture de nombreux points de passage au niveau des Balkans. Elle n'est pas vraiment nouvelle cette route, mais ça a quand même changé la donne, la fermeture à l'est de l'Europe. Oui, tout à fait. En fait, c'est une route qui n'est pas nouvelle en soi, puisque déjà dans les années 2000, il y avait par exemple dans la presse égyptienne beaucoup de récits de naufrages, de gens qui sont morts en quittant les côtes égyptiennes. Donc en soi, ce n'est pas une route nouvelle, mais ce qui est vrai, c'est que ce que vous venez d'évoquer, les récents événements, la signature du traité avec la Turquie en mars dernier, l'insécurité très forte en Libye fait que de plus en plus de gens peuvent en fait réactiver, comme le dit très bien le reportage, cette route. Et comme le dit aussi bien le reportage, qui est extrêmement dangereuse. Du coup, le voyage en mer est plus long. Et ce qu'on peut aussi dire tout de suite, c'est que c'est doublement dangereux, puisque c'est dangereux pour ceux qui partent, ceux qui sont sur les bateaux. Mais beaucoup d'eux échouent, n'arrivent pas. Ils sont par exemple attrapés par la police. Et vous avez beaucoup de Syriens qui sont actuellement en détention, détenus dans des prisons dans des conditions déplorables, ou voire expulsés vers d'autres pays, soit la Syrie, soit le pays d'où ils peuvent venir, le Liban ou la Turquie. Et donc, finalement, même si on n'arrive pas à partir, c'est aussi très dangereux pour eux parce qu'il y a vraiment des conditions extrêmement dures. Alors ça, c'est le scénario pour ceux qui se font attraper, tout à fait. Ceux qui périssent en mer également. Voilà. Pour ceux qui stationnent en Égypte, au Caire notamment, comment ça se passe? C'est quoi les conditions d'accueil? Alors là aussi, les conditions sont très très dures. Alors peut-être qu'on peut juste rappeler, parce que finalement on parle assez peu de ces réfugiés syriens en Égypte, on parle beaucoup plus des réfugiés au Liban, en Turquie, en Jordanie, ce qui est normal parce qu'en fait c'est eux qui accueillent le plus de réfugiés. En nombre, l'Égypte accueille assez peu de réfugiés, c'est autour de 120 000 actuellement, comparé aux 2,7 millions de la Turquie, évidemment c'est très peu, ou voire même comparé au Liban ou la Jordanie qui ont entre 20 à 30% de la population qui est composée de réfugiés. Du coup, ça paraît extrêmement faible pour un pays aussi grand que l'Égypte. Ça reste un nombre conséquent quand même. C'est un nombre conséquent, mais je veux dire, rapporté à la fois aux voisins et à la population totale de l'Égypte, en réalité, c'est pas grand-chose. Mais de fait, ça correspond à plusieurs centaines de milliers de personnes, donc c'est quand même tout à fait important. Et ces gens-là sont dans une situation de grande vulnérabilité. Les chiffres du HCR donnent 90% de la population de réfugiés enregistrés qui sont dans une situation de vulnérabilité. Alors après, on a tous les cas de figure, mais effectivement, la grande majorité de ces populations vivent dans des conditions extrêmement précaires. Ce qu'a bien montré le reportage aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc quand ils arrivent à travailler, ils travaillent au noir, mais beaucoup ne travaillent pas. Donc n'ont pas de moyens pour survenir à leurs besoins de base, des grandes difficultés à s'alimenter. Et vous me disiez aussi un problème de scolarisation pour les enfants. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les parents, les familles ont envie aussi de partir. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, alors là, en théorie, l'accueil leur est ouvert dans les écoles publiques égyptiennes et l'accès est gratuit. Donc en théorie, ils n'ont rien à payer, mais il y a toujours des frais annexes, des frais d'uniforme, des frais de transport pour se rendre à l'école, d'achat de livres, etc. Donc il y a un coût. Il y a aussi la situation du système public égyptien. Les classes sont surchargées, le niveau est assez faible, donc parfois les parents ne sont pas satisfaits non plus de la qualité du service offert. Et puis ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'il y a aussi des discriminations très fortes. Les enfants syriens sont mis à l'écart par les autres enfants égyptiens, il y a des problèmes de xénophobie, etc. Et certains ne mettent plus leurs enfants, soit pour des raisons financières, soit pour ces questions de discrimination. Vous me faites la transition. Quel est le regard que porte la société égyptienne sur ces réfugiés ? Alors, ce regard, elle pourrait comprendre, elle pourrait faire preuve davantage d'empathie. C'est un peuple qui s'est soulevé, qui a tenté de se soulever là aussi contre un régime. Ça rappelle évidemment l'histoire de l'Égypte. Est-ce qu'elle est compréhensive, l'Égypte, vis-à-vis de... Alors, en fait, oui, mais on va dire que la société, elle est assez ambivalente. Vous avez, évidemment, c'est une société qui est un petit peu partagée. Vous avez eu énormément de mouvements de solidarité envers les réfugiés syriens, surtout au début. Donc, par exemple, la presse a titré en disant non, les Syriens ne sont pas des réfugiés, ce sont nos frères, donc en récusant même le statut de réfugié. Il y a eu énormément de mouvements de solidarité, il y a beaucoup d'ONG qui sont créés, donc il y a eu un mouvement de solidarité très fort, et comme vous le dites aussi parce que, avec un sentiment non seulement de solidarité parce que ce sont des Arabes qui sont proches, mais aussi par des situations différentes, en disant ça aurait pu être nous, on a vécu aussi une révolution. Donc au début, il y a eu ça, et jusqu'à maintenant, il y a aussi des Égyptiens qui sont très engagés dans l'aide aux réfugiés. Donc. Mais il y a eu aussi des mouvements de xénophobie, et il y a aussi eu, surtout après
2013, après l'éviction du président Morsi, là, il y a eu une campagne orchestrée très clairement contre les réfugiés syriens, notamment leurs conditions d'accès à l'Égypte a changé. Avant juillet 2013, ils n'avaient pas besoin de visa d'entrée pour arriver sur le territoire égyptien. Et là, ça a été changé. Ils ont eu besoin d'un visa d'entrée. Ils ont besoin aussi d'un contrôle par les services de sécurité. Et donc là, ça a carrément mis un frein très fort à leur entrée. Et on peut aussi, si on fait le parallèle avec la presse, vous avez eu des campagnes, notamment télévisuelles, extrêmement violentes, avec des présentateurs de télévision invitant à détruire les maisons de Syriens, etc. Donc il y a eu des... Vous voyez, c'est très ambivalent. Il y a des mouvements de solidarité, il y a des mouvements aussi de xénophobie forts. Merci beaucoup Delphine Pagès-Elkaroui pour l'expertise. Merci d'avoir été notre invitée de ce focus. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.